Celui qui a une passion, la cuisine, le violon, je sais pas moi, le jardinage, etc., et qu'il en fait sa vocation, c'est-à-dire son métier, et qu'il cherche à être le meilleur dans son métier, ça devient un virtuose. Et là, c'est un sportif de haut niveau. Mais celui, si à 16 ans, il n'y a pas la flamme, ou à 15 ans, peu importe, il n'y a pas ce petit truc qui fait que, quoi qu'il arrive, il se dit qu'il y arrivera. Quoi qu'il arrive, il se dit qu'il y arrivera. Eh bien, il faut vite se poser des questions. Parce que sinon, le risque, c'est de tirer quelqu'un qui ne souhaite pas y aller. Et en centre de formation, parfois, c'est un peu ça. Il faut, c'est du talent, il faut qu'il y aille, et le gamin, il ne met pas d'énergie, on le sent, il se passe quelque chose, etc. Alors, ça peut être lié à un moment particulier, contextuel, familial, etc. Mais si c'est quelque chose qui est récurrent, il faut se poser des questions. Parce que sinon, le risque, c'est de porter quelqu'un pour l'emmener quelque part et il n'a pas envie d'y aller, quoi. C'est pas son truc. Pour moi, c'est important de l'évaluer et de l'évaluer le plus tôt possible. Aujourd'hui, nous, on se pose la question de l'évaluer dès les phases de recrutement. Comment on évalue la passion dès les phases de recrutement? Et c'est plus difficile de l'évaluer en observato. C'est quand les observateurs sont là, les recruteurs, ils évaluent la technique, la tactique, bon, etc. Comment on évalue la passion? C'est autre chose. Et la passion, il faut l'évaluer, pour moi, un peu approfondie dans des questionnaires, mais qu'est-ce qui se passe à faillir? Si la maman dit, il est toujours avec son ballon. Ah, monsieur, si vous lui enlevez le ballon, vous lui enlevez une jambe. Ah, il commence à y avoir, mais c'est... Si il fait ça parce que son père l'a mis là et qu'il a vraiment... c'est son père qui lui dit, si sans son père, il ne serait pas là, et vous voyez, c'est... là, il faut se poser des questions. Ouais, non, mais tu génères en moi une sécrétion de dopamine. C'est ce que je veux dire. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vu plein de jeunes qui étaient dans les structures et qui en fait on les a mis dans les structures et même dans les clubs. Et je suis dans un club aujourd'hui où il y a des gens qui croient qu'ils vont être bons, mais il n'y a que les gens qui sont autour des gamins qui croient qu'ils vont être bons. Et c'est terrible, c'est terrible. Et aujourd'hui, quand la fédération dont je fais partie, parce que je suis en disponibilité, on nous dit il faut que nos gamins ils soient autodéterminés. Mais arrêtons de dire des grosses conneries comme ça, parce qu'on ne devient pas autodéterminant. On peut transmettre des valeurs de respect, des valeurs de courage, des valeurs d'écoute, mais pas des valeurs, mais l'autodétermination, ça ne s'apprend pas. Et aujourd'hui, excuse-moi, ouais, aujourd'hui, quand tu parles comme ça, c'est qu'il faut qu'on soit prudent dans notre détection, dans notre accompagnement du joueur de haut niveau, parce qu'il y a la moitié des mecs qui ne sont pas faits pour aller faire du haut niveau. Pour moi, il y a ça. Dans toutes les pôles espoirs, les centres de formation, les structures, les clubs de haut niveau, etc., il y a plein de mecs qui voudraient y être, parce que mon père, il m'a dit que peut-être il devrait être, ou parce que moi je rêve à ça, mais ben, je rêve pas justement. Et le mec qui rêve pas, moi quand j'avais 9 ans, je voulais être instituteur de gymnastique. Parce qu'un jour j'ai regardé un match à la télévision, c'était le 23 mars 1968, mon père il m'a dit va pas à l'école cet après-midi, il y a France-Pays de Galles à la télévision, et on va peut-être faire le grand chelem avec l'équipe de France pour la première fois de notre histoire. J'ai regardé le match, à la fin du match, j'ai dit à mon père, je voudrais jouer comme le 9 là. Et ça, je l'ai vécu moi-même, et je suis toujours dans le rugby. Je n'ai pas été international, je n'ai pas été un grand entraîneur, j'ai rien du tout, mais j'ai fait ma vie dans ce métier-là, et j'y suis encore. Et je fais ce que je veux dans mon métier. Et je vis ma vie parce que j'en suis acteur principal. Morgane Parra, des Gaël Ficou, des Fred Michalak, quand ils sont venus voir à 16 ans pour me dire pourquoi moi, tu ne m'as pas donné le carnet que tu as donné au mec au-dessus pour pouvoir noter tout ce que je fais. Moi, je me suis acheté un carnet, je peux écrire ce que font les autres, c'est Gaël Ficou. Il avait 2 ans, il était surclassé, il avait 2 ans de moins que les autres, mais comme on ne pensait pas qu'il allait... Et là, tout d'un coup, j'ai basculé sur ce que tu dis. C'est-à-dire, oui, c'est sûr, Parra, Ficou, Michalak, ils ont quelque chose que d'autres n'ont pas. Moi, je le relis à ce mot aussi. Le rêve, c'est la passion. Donc, le rêve, c'est pour moi, tous les gamins qui sont sportifs, enfin, tous, pour la plupart des sportifs de niveau, ou des grands virtuoses, que ce soit dans la cuisine, etc. Un jour, ils se sont dit quelque chose comme ça quand ils étaient petits. Avec ma grand-mère, j'ai fait de la cuisine et je me suis toujours vu cuisiner. Ouais, j'accompagne top joueuse à l'OL féminine qui s'est fait 2 fois
le talon d'Achille. Là, elle est en rééducation, etc. Le premier entretien que j'ai avec elle, donc je l'accompagne pour la reprise qui va se faire en août ou en septembre. Le premier entretien que j'ai avec elle, elle me raconte comment elle est en contact avec le football. Donc elle me dit à 2 ans, je l'ai raconté tout à l'heure à quelqu'un, à 2 ans, mon frère m'a mis sur le terrain, il m'a mis dans la cage. Et mon frère était footeux. Je sais pas, il devait avoir 12 ans, 13 ans. Et il tire dans la cage, son frère, et lui met un ballon dans la tête. Et elle tombe, et elle pleure. Et en fait, son frère la prend dans les bras, la cajole, et lui dit « Bravo, 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 t'as arrêté le tir. Et je vais te remettre et tu vas de nouveau arrêter le tir. Et tu seras une grande joueuse. » Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Depuis ce moment-là, je rêve de jouer en équipe de France. Mais elle dit, je ne savais pas qu'il y avait des équipes de France filles, garçons. Elle dit, depuis ce moment-là, je rêve de jouer en équipe de France. Voilà, ça ne m'a jamais quitté. Et en fait, pour moi, il y a ça. Et la résilience, c'est un attribut, mais plus qu'un attribut de la force mentale. La résilience est un processus qui permet aux personnes de rebondir malgré une difficulté et notamment un traumatisme. Une grosse blessure, quelque chose qui se passe, vous voyez, un deuil ou quelque chose qui va se passer dans la vie du sportif, dans la vie d'un individu lambda, mais dans la vie d'un sportif, qui va faire que même s'il se passe quelque chose et qu'il tombe, il va se relever systématiquement parce que la flamme le guide. Le rêve est présent. Et donc, on parle de motivation, définition, une énergie que je mets à faire quelque chose. Et si cette motivation, cette énergie est intérieure, elle nourrit. Et donc pour moi, un sportif de haut niveau, il y a ça, et qui va lui donner la possibilité d'à chaque fois de se relever et de faire face aux défis. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de joueurs qui n'avaient pas ça, et qui en fait rencontrent les blessures, et en fait, la blessure, on se rend compte que c'est difficile, et qu'ils se reblessent souvent, et que c'est difficile, et qu'ils se reblessent souvent, et que c'est difficile, et que le gamin dit c'est compliqué, j'y arriverai pas, c'est compliqué. Et donc, on a l'impression que la blessure devient l'échappatoire de ne pas arriver à. De ne pas arriver à. Et donc, bah ouais, parce qu'il n'y a pas cette flamme, il y a quelque chose qui fait que jusqu'à présent, j'ai fait ça pour mon père, et en fait, aujourd'hui, il faut que je fasse. Bon, il y a un truc psychologique autour de ça. Donc,